Anthony Dezolt a 28 ans, il est né à Roanne, il est actuellement étudiant à Sciences Po Lyon en relations internationales. Depuis les attentats de novembre 2015, des événements qui l'ont profondément marqué, il se passionne pour le Moyen-Orient. Il poursuit ses études en Turquie à l'université de Galatasaray et nous envoie régulièrement cette chronique pour mieux comprendre notre monde, ses enjeux et ses dynamiques. On a vu dans le dernier épisode qu'une des conséquences dramatiques de la crise syrienne, c'est le repli sur soi de l'ensemble des communautés qui se craignent. Pourtant, la Syrie n'a pas toujours été comme ça. Bachar al-Assad avait mis en place un régime en apparence laïque qui reposait sur une structure autoritaire qui promouvait une idéologie laïque et maintenait une forme de neutralité religieuse. Et la Syrie, c'est une mosaïque de communautés religieuses. Il y a une majorité sunnite, les alaouites de la communauté d'Assad, des chrétiens, des druzes et d'autres minorités. Assad a bien consolidé son pouvoir en jouant sur ces divisions, en se présentant comme le garant de la stabilité et de la coexistence religieuse. Dès la montée des révoltes, ça a été un des arguments de Bachar al-Assad. Moi ou le chaos. Le régime dictatorial, il a commencé en 1970 avec le père de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad a pris le pouvoir à son tour lorsque son père est décédé en 2000. Il y avait déjà un régime dictatorial, il y avait déjà un régime autoritaire, il n'y avait pas de liberté d'expression, il y a eu un semblant de liberté d'expression quand Bachar al-Assad est arrivé au pouvoir, ce qu'on a appelé le printemps de Damas, où là, soudainement, quelques-uns ont été autorisés à dire un peu tout haut ce qu'ils pensaient, puis très rapidement, les caciques du régime ont dit « bon, ça suffit ». D'accord. Mais comment la révolution a commencé ? Comment les Syriens ont brisé les chaînes et sont affrontés au régime ? En mars 2011, il y a des enfants à Deraa, dans une ville du sud de la Syrie. On est en plein printemps arabe en Égypte, en Tunisie, etc. Et qui écrivent un graffiti sur un mur en disant ton tour arrive, docteur. Docteur, c'est le docteur Assad, parce que Bachar al-Assad a fait des études d'ophtalmologie, et c'est ce que ça voulait dire. Ces enfants ont été arrêtés, ils ont été torturés, et ça a provoqué une vague d'indignation sur place. Donc là, il y a eu des premières manifestations, parce que les parents sont arrivés, un chair local, une personnalité locale est arrivée, en disant « mais rendez-nous nos enfants, qu'est-ce que vous faites ?» et les policiers leur auraient dit foutez le camp et occupez-vous de vos femmes, et si vous en occupez pas, nous on s'en occupera de vos femmes. Pour vous dire un peu l'état d'esprit. Il y a eu des manifestations qui ont été réprimées. Les manifestations, du coup, ont été encore plus nombreuses. Et ça a commencé comme ça tous les vendredis, jour de la prière. Et ça a commencé à gagner le pays, un peu partout. Et partout, il y a eu cette répression. Un régime massacre sa propre population. Et pourquoi ne pas faire tomber ces régimes ? C'est une question que je me suis souvent posée, voyant à la télé petit des révolutions face à des régimes dictatoriaux. Que pouvons-nous faire réellement face à ces systèmes autoritaires ? Et que devrions-nous faire ? C'est précisément pour cela que ce podcast existe, pour aller au-delà des simples images que l'on voit dans les médias. En réalité, la situation est bien plus complexe. Comprendre ces régimes demande de s'intéresser aux faits, à l'histoire et aux dynamiques profondes qui les maintiennent en place. Il ne s'agit pas seulement d'une question de dictature ou de liberté, mais d'une mosaïque de communautés, de rapports de force et d'intérêts qui façonnent en réalité le quotidien de millions de personnes. Alors, c'est pour ça que j'ai posé la question à Antoine Mariotti. Comment, à l'époque, nos gouvernements ont réagi face à cette révolution ?
faut se rappeler qu'on est dans une période où Bachar al-Assad était revenu un petit peu en grâce dans les capitales occidentales. Pas partout, mais il avait été reçu à Paris, par exemple, avec tous les honneurs par Nicolas Sarkozy. Il était venu notamment lors d'un 14 juillet, dans ce qui avait été l'Union pour la Méditerranée à l'époque, avec tous les pays de la région. Donc il était à la tribune du 14 juillet sur les Champs-Élysées, sur la place de la Concorde. Mais la répression du régime syrien a été tellement forte début 2011 qu'il était plus possible pour les Occidentaux de dire on essaye de faire quelque chose avec vous. Donc très rapidement, ils ont condamné la répression syrienne, ils ont condamné le régime de Bachar el-Assad. Les chefs d'État occidentaux étaient assez convaincus que Bachar el-Assad allait tomber comme une pomme mûre de l'arbre parce que Ben Ali était tombé en Tunisie, il avait été lâché par l'armée, etc. Parce que Moubarak est tombé en Égypte alors que c'était l'indétrônable Raïs égyptien. Ali Abdallah Saleh au Yémen, pareil, a été sacrément chamboulé avant d'être détrôné et tué d'ailleurs. Donc ils se sont dit, bon, finalement, ce sont des dominos, il n'y a aucune raison que la Syrie échappe à ça, sans regarder exactement la structure du régime syrien et sans lire ce que disaient d'ailleurs les services de renseignement français, par exemple, sur place, ou les services du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire les diplomates français sur place. Et moi, j'ai pu lire et avoir des témoignages directs et lire des rapports qui venaient de Damas à cette époque-là, et il était très clair. Noir sur blanc, il était écrit, le régime syrien ne va pas tomber, en tout cas pas de sitôt, parce qu'il est bien ancré, parce qu'il a complètement gangréné finalement le pays, et c'est assuré une loyauté absolue au sein de l'armée, par exemple. C'est-à-dire que même quand vous avez... C'est une minorité alaouite qui gère la Syrie, mais même quand vous avez un général syrien qui est sunnite, eh bien, il est entouré d'un espèce d'adjoint, par exemple, qui lui est alaouite et qui finalement a plus de pouvoir et qui va surveiller tout ce qu'il fait. Donc, il y avait moins de chances que le régime tombe en Syrie. Pour autant, à ce moment-là, au même moment, eh bien, les politiques français, le ministre des Affaires étrangères ou le président de la République disaient « il va tomber, c'est une question de semaines ou de mois ». Et là, je vous prends l'exemple des Français, mais c'est exactement la même chose pour les Américains. Et ils avaient aussi des capteurs sur place. Et moi, j'ai parlé avec des diplomates américains qui étaient spécialisés de la question, qui disaient, mais on le savait, on l'a dit, on ne voulait pas nous écouter. Donc, il y avait cette conviction qu'il allait tomber. Ils ont eu cette conviction qui s'est ensuite confortée lorsque le conflit est devenu armé, qu'il n'y a pas seulement des manifestations. Et petit à petit, quand ensuite on ne pouvait pas décemment dire on soutient cette opposition, mais on les laisse se faire massacrer tous les vendredis principalement, mais tous les jours, il y a eu une aide à l'opposition, sans jamais avoir la volonté d'être réellement directement impliqué dans le renversement du régime. C'est-à-dire que moi, les opposants m'ont dit « les Occidentaux nous ont soutenus, mais ils nous ont soutenus comme la corde soutient le pendu ». C'est-à-dire qu'on nous a donné des armes, des équipements, des renseignements aussi, c'est important, suffisamment pour pas être complètement massacrés, mais jamais suffisamment pour renverser le rapport de force. On avait parfois des armes, mais on n'avait quasiment pas de munitions qui allaient avec. Vous voyez, ce genre de choses. Donc la volonté de renverser le régime, elle était... diplomatique, symbolique, mais dans les faits, les Occidentaux n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que ce soit le cas, et s'ils l'avaient réellement voulu, évidemment, ils auraient eu les moyens, mais ils auraient été accusés d'ingérence dans un pays étranger. Le régime, lui, a commencé à recevoir du soutien, notamment de l'Iran, de la Russie, et donc on est vraiment devenu dans un conflit, une sorte de guerre civile qui devenait une sorte de conflit régional par Syrie interposée, j'ai envie de dire, in fine, par l'intervention notamment de la Russie à partir de 2015, qui est intervenue militairement sur place, avec des avions, avec des hommes, etc. Ils ont fini d'écraser l'opposition. Il y a toujours un réduit qui existe, mais finalement, plus personne n'en parle aujourd'hui parce que Bachar el-Assad n'est plus menacé. Il n'a plus de chance d'être renversé. Voilà, nos dirigeants se sont totalement trompés. Ils n'ont pas voulu voir la réalité en face et ont préféré s'afficher comme les premiers opposants à Bachar al-Assad plutôt que de voir la réalité en face. Bachar al-Assad est resté en place grâce à l'aide de la Russie et c'est ainsi que le conflit s'est internationalisé. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Cette opposition, c'était qui ? Est-ce qu'elle était vraiment crédible ? Et puis, ce conflit international. Finalement, c'est ce qui a été le drame pour le peuple syrien. C'était Antoine Mariotti qui sort ces jours un livre sur une histoire secrète de la CIA, une interview réalisée par Anthony Dezolt
à retrouver en intégralité sur rvrradio.fr. Et ne manquez pas, dans les prochains jours, la suite de notre série sur la Syrie.